cet après-midi avec les interventions du docteur Sophie Dechêne, qui est donc pédopsychiatre, chef de service de psychiatrie au centre hospitalier Elora. Elle travaille dans un hôpital de jour psychiatrique pour adolescents et est responsable de la supervision clinique de l'équipe mobile de crise du Hainaut. Ça, je rajoute et l'envoie de toutes les couleurs. Et puis, on a Sabine Duflo, qui nous rejoint par visio. Donc ça, c'est aussi l'intérêt quand même de toutes ces affaires. Hein. C'est quand même très intéressant. C'est psychologue clinicienne et thérapeute familiale. Elle est spécialiste des écrans et elle est la fondatrice du collectif Surexposition Écran dans un centre médico-psychologique enfant-ado et dans une consultation d'expertise Addiction Écran-Ado ouverte en septembre 2024. Elle a écrit « Il ne décroche pas des écrans. Comment protéger l'enfant et l'adolescent ?» Et alors, il y a encore une petite chose que je dois vous dire sur Sabine. Elle est créatrice de la méthode familiale des 4 pas. Il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, mais que faire? Alors voilà, pas d'écran le matin, pas d'écran durant les repas, pas d'écran dans la chambre de l'enfant et pas d'écran juste avant d'aller se coucher. Et elle est également membre fondateur du collectif Surexposition Écran. Merci beaucoup à toutes les deux. Bonjour Patrick, vous m'entendez? Alors j'ai 2 défis. Un, vous maintenir éveillé après le repas et parler en 20 minutes. Donc voilà, donc moi je vais vous parler de mon quotidien en tant que pédopsychiatre. Ça fait maintenant presque 10 ans maintenant que je fais des sevrages d'écran avec des résultats absolument fantastiques. J'essaie d'expliquer ça à mes collègues. Parfois c'est difficile à entendre parce que c'est fort dans l'éducatif. Je vais d'abord parler de chiffres, je ne vais pas en donner beaucoup parce qu'on en a beaucoup de gens en ont donné dans celle. Ça va. Et donc, ça c'est important, c'est un tableau qui est traité, c'est une méta-analyse sur 100 000 patients de 0 à 17 ans. Vous pouvez oublier toutes les couleurs, la seule couleur qu'il faut regarder, c'est la dernière, la mauve, parce qu'en fait, la majorité des jeunes maintenant sont au-dessus des 4 heures d'écran par jour. Ce qui est important, c'est de voir les troubles que l'excès des écrans pose sur le développement des enfants et l'apparition de symptômes. Je ne vais pas passer. Certains vous connaissent certaines de mes dias, mais je vais parler d'autre chose que ce dont j'ai parlé l'année passée. Donc, vous avez évidemment des troubles du comportement, c'est une des premières causes de consultation chez les adultes, mais aussi chez les ados. Du développement intellectuel, de langage, de l'apprentissage, du spectre de l'autisme et de l'attention. Le plus important, c'est le trouble du spectre de l'autisme, puisque, j'ai envie de dire, depuis le Covid, la majorité des gens viennent avec un diagnostic d'autisme, et donc je pense qu'il faudrait faire très attention entre diagnostiquer des signes d'autisme, et de l'autisme, c'est complètement différent. Et moi, je pense qu'avant de faire des tests d'autisme et de donner un diagnostic, il faut absolument faire un sevrage complet d'écran pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Sinon, on se trompe de diagnostic. Voilà. Mais malheureusement, ça ne se fait pas, ce que je sache. Quelques chiffres quand même. 0 à 2 ans, la consommation des écrans reste stable, 50 000 par jour, ce n'est absolument pas raisonnable et c'est pas vite quand on fait souffrir. ou qu'on fait autre chose vite fait. C'est 10% du temps éveillé, c'est 15% du temps libre. C'est 850 000 mots qui ne seront pas entendus. Le premier problème chez les petits, c'est le retard de langage et le développement. Alors, de 2 à 8 ans, la consommation est de 2h45 par jour. Je pense qu'elle a augmenté si pour les chiffres qui ont presque plus de 5 ans. Mais malheureusement, je pense que je fais beaucoup plus à l'heure actuelle. Et il y aura un plafond de 3 heures par jour. Et donc, ça veut dire qu'entre ces 2 ans et ces 8 ans, un enfant passe l'équivalent de 7 années scolaires complètes sur un écran. Ça, c'est un gros de ce que ça signifie. L'exacte quantité de travail personnel pour devenir violoniste. C'est moi qui l'ai difficile. Non, c'est M. Demurger dans ce livre, La fabrique du crétin digital. C'est dans ce livre que j'ai trouvé les statistiques. Préadolescence, on passe à 4h40 par jour de moyenne. C'est évidemment sur un an, c'est déjà l'équivalent de 2 années scolaires. 13 à 18. Et ça, les chiffres sont toujours les mêmes. 6h40
donc c'est 40% du temps d'éveil, etc. 6h40, c'est un jour d'école, évidemment, et ça correspond tout à fait à ce que je vois en consultation. Or, au rythme de l'école, donc, qui a les jours fériés, la moyenne est entre 12 heures et 20 heures par jour sur le GSM, c'est-à-dire ce que moi, je vois dans le GSM. Parce qu'en tant que médecin, je fais un examen clinique du patient, un examen mental, et je fais un examen du GSM aussi. Parce que c'est très intéressant de demander aux jeunes combien de temps ils passent et puis d'objectiver sur la consommation d'écran sur le GSM. Maintenant, ils sont plus mal à l'écoute. Le temps d'écran vont venir me voir. Mais la première consultation, je peux le voir. Et donc ça peut être. Mais comme je crois que c'est Serge qui disait, les ados sont beaucoup plus à même de nous dire exactement combien de temps ils passent. Alors, je vais faire une petite présentation clinique et parler un petit peu des conséquences. Souvent, j'ai remarqué au niveau des familles et un peu au niveau de la société. Ça, ce sont des captures d'écran que j'ai piquées à un patient. Alors, c'est un patient qui fréquente un hôpital de jour psychiatrique. Alors, il faut comprendre. Alors, je vais vous tourner là pour vous expliquer. Et donc, en bleu foncé, c'est quand on touche l'écran beaucoup de fois. Hein, et donc, en bleu clair, c'est un peu moins souvent. En orange, c'est encore un peu moins. Et donc, c'est une jeune fille qui vient à l'hôpital de 8h à midi. Donc, elle doit déposer son écran. Elle a une demi-heure à midi. Et puis, elle doit le prendre pour l'après-midi. Donc, vous voyez que c'est un mercredi de cette année, donc c'est 3 septembre. Elle était dessus depuis le lever pratiquement jusqu'à ce qu'elle le dépose. Elle a récupéré à midi. Elle a redéposé à le professionnel. Elle a récupéré. Et donc, elle a passé toute la nuit jusqu'à 3h du matin. Elle a dû s'endormir à 3h du matin, se réveiller à 6h, donc maximum 2 heures et quelques, non, 3 heures de nuit, etc. Elle a refait la même chose le jeudi et le vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était un petit peu fatiguée, donc elle s'est endormie, elle n'a pas su se lever, elle s'est réveillée vers 7h quand même, mais incapable de se lever pour aller à l'hôpital, donc elle a passé sa journée sur son GSM et je me manque de samedi. Malheureusement, je n'ai pas envoyé par exemple. Et donc, vous voyez aussi le contenu, Snapchat, TikTok, photos, etc. C'est très intéressant, c'est toujours les mêmes. Hein. En général, après, ce sont des jeux. Et donc, le dimanche, toute la journée, de 11h du matin, quand elle s'est réveillée, pendant jusqu'à 1h, 1h30, un peu plus d'une heure. Et puis, le lundi, rebelote, 6h à 8h, etc. Donc, évidemment, c'est difficile de se concentrer quand on a une telle consommation d'écran. Cette jeune fille se plaignait d'insomnie. Et donc, malheureusement, prescrire un somnifère avec cette consommation d'écran, ça n'a absolument aucun sens. Il faudrait en fait que le somnifère soit plus fort que l'écran. Et ça, c'est pas possible. Alors, on va lui donner un 2,80 pour ceux qui connaissent. Apparemment d'assommer avec un marteau, un somnifère ne va jamais faire dormir, forcer un jeune à dormir alors qu'il est devant son écran. Donc, désolé pour ceux qui ont déjà entendu cette description. Mais c'est pas un patient, c'est une combinaison de patients parce qu'en fait, tous les patients se ressemblent tellement que c'est extrêmement facile de faire une caricature de patients. Et donc, je n'ai mis dans sa description que des choses que j'ai déjà entendues plusieurs fois et que j'entends régulièrement de manière répétitive. Donc, 16 ans, troisième technique sport, sa résultat scolaire se détériore depuis quelques mois, il devient agressif. Il manque de plus en plus d'école et se dit fatigué. C'est extrêmement classique. Les parents sont divorcés, ne sont pas toujours d'accord en termes de parentalité. Il y a un grand frère de 2 ans, son aîné, avec qui il a peu de contact, qui est à l'université, et il est en garde alternée, mais depuis quelques temps, il préfère rester avec sa mère parce que son père travaille beaucoup et il n'est pas souvent là. Et de toute façon, il n'y a aucun cadre ni chez l'un ni chez l'autre. La mère est en burn-out est sur la mutuelle et très bien, elle n'est plus capable de mettre du cadre. C'est extrêmement classique. Tout ce que je vous disais est extrêmement classique. Les parents viennent avec le jeune qui ne voulait pas venir, ça aussi, ça arrive toujours. Il a évidemment reçu un diagnostic d'autisme avant d'arriver. La mère veut un bilan de santé pour vraiment comprendre ce qui se passe. Une copine lui a dit qu'elle ne fait pas de et il est allé voir une psy pendant 6 mois, mais ça n'interdit évidemment à rien.
Alors, j'évalue de manière subjective sa consommation d'écran. C'est-à-dire que je lui demande, et ça c'est vraiment les mêmes réponses sont extrêmement identiques. Un GSM, il a un GSM, il a un ordinateur dans sa chambre, il a une télévision connectée dans le salon et une PS5 dans la chambre de son frère. Les limites parentales. Aucune pour le téléphone. Il doit arrêter les écrans à 22 jours de sa mère et aucune interruption chez le père. Alors, il me dit qu'il est, il me dit en général 2 à 3 heures sur Instagram. Il est sur l'ordinateur dès qu'il est rentré. Il va sur la télévision connectée quand il n'est pas sur son ordinateur. Et il va sur la PS5 de son frère pendant la semaine puisque son frère est en Côte. Donc, effectivement, sur son GSM, c'est en général une moyenne de 8 heures par jour, puisqu'il est encore, s'il est encore scolarisé. Ils éteignent en général vers 1h30 et ils ouvrent plusieurs fois par nuit, donc entre 2h et 5h. Donc, en général, ils s'entendent, et ça, c'est tout ça. Les captures d'écran que je vous ai montrées, c'est aussi très caricatural. Et donc, ils s'endorment vers minuit, 1h. Et puis, il y a souvent, on voit qu'ils ont été revoir leur notification 2 ou 3 fois pendant la nuit, et puis alors, ils se réveillent vers 6h, ils se remettent sur l'ordinateur. Ça, ce sont les cas que je vois en hôpital de jour, donc le matin, pas ce soir. J'ai aussi des patients que je vois en ambulatoire, qui sont en général un grade moins sévère, parce qu'en général, ils ne sont pas encore déscolarisés. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je vais aussi voir des jeunes à domicile avec l'équipe de crise. Donc, le boulot n'est pas évidemment de faire un surveillance d'écran, mais nous, on est obligé de passer par là. Ça m'est arrivé de voir des jeunes dans un état cachectique, en fait, dans leur lit. Je me souviens d'un patient qu'on m'avait demandé d'aller voir. Et ça faisait à peu près 3-4 mois qu'il était dans sa chambre, les rideaux fermés. Il se levait la nuit, donc c'est différents grades, j'ai un peu plus tard. Et en fait, je suis entrée dans la chambre de force parce que il me laissait pas rentrer, il ne me laissait pas rentrer. Et j'ouvre la porte, j'ai vu le lit et j'ai dit à la mère, il n'est pas là, il n'est pas dans son lit. Et en fait, il était dans son lit, c'est juste qu'il était tellement amaigri et squelettique que je n'avais pas vu qu'en dessous du drap, parce qu'il n'y avait même pas une couette, il y avait un être humain. C'était assez, et on a dû transporter en civière. Alors, souvent je pose la question, pourquoi pas de limite? Parce que vous ne mettez pas de limite. Et donc, on lui dit tout le temps, qu'il passe sur son GSM, il ne nous écoute pas. Moi, je parle de limite, pas de conseil. Et puis, quand je dis, mais pourquoi je ne vais pas lui interdire, la réponse est toujours la même. Voilà. Je pense que parfois l'image est meilleure que les mots. Et puis, la question vient, comment pourrait-on lui interdire? Et puis, la question, la réponse qui vient à chaque fois, il va devenir violent. Et quand je dis il, c'est elle aussi. Et donc, je me suis dit, il faut fermer la porte, je peux bien dire que ça passe. Parce que parfois, il faut qu'il devienne violent avant qu'on puisse l'aider. Parce que, alors je demande maintenant, au début, quand je suis sur un écran, je demandais d'arrêter d'un coup, mais la situation est tellement grave maintenant que je demande de faire progressivement. Mais il y a toujours un moment où ça va exploser. Et donc, j'ai pris des actions filières. On me répond qu'il faut vivre avec son temps. Ça revient souvent. On a déjà émergé dans ce livre pour expliquer qu'il fallait faire pendant cette phase, je l'entends régulièrement. Surtout de la part des pères. Et alors, je demande aux parents, qu'est-ce que vous faites quand vous revenez du travail? Et le père, il va sur son ordinateur. Et puis alors là, souvent, la mère ne répond pas, mais c'est le jeune qui répond. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et donc, cette personne qui répond, qui dit, et donc, on en arrive à ce que l'on appelle des familles virtuelles. Récemment, j'ai rencontré une famille. La jeune consultait uniquement pour savoir si elle était en dépression. Donc, la question est plus pertinente. Alors, quand je pose la question, mais est-ce que tu te sens triste ou est-ce que tu te sens vide? La grosse majorité des jeunes me répondent, je me sens vide. Ils sont très contents d'avoir un autre adjectif que triste ou dépressif parce que c'est pas le bon. Alors, pour moi, c'est très simple. C'est des circuits de récompense qui est hypertrophié et j'en ai pleuré.
et qui l'évite en fait de tout. Regarder un écran, c'est vider son cerveau et ne le remplir avec rien. Et puis après, quand il y a vraiment une trop de dépression de dopamine et que le corps, la santé n'arrive pas à compenser, alors là, on tombe dans la dépression. Donc un jeune qui me dit, je me sens vide mais aussi triste, là, c'est qu'il y a un stade suivant et qu'il est grand temps et que là, il va falloir peut-être donner un antidépresseur pendant quelques temps, mais en donnant un antidépresseur sans enlever les écrans, ça sert à rien parce qu'il utilise son rééquilibrage hormonal pour avoir du plaisir sur les écrans. Donc ça sert absolument. Et ça, il faut faire très très attention. Maintenant, je pense que je vais un peu passer. Voilà, je vais expliquer aux parents, la famille, c'est le laboratoire, on fait les expériences à petite échelle de ce qui va se passer dans la société. Si la famille ne partage plus commandement, mais comment est-ce que l'enfant va grandir, mûrir, discuter, acquérir des repères, comprendre la société dans laquelle il vit, et peut-être intégrer les valeurs des parents. Il n'y a pas de mal à intégrer les valeurs des parents. Je sais qu'on prône l'autodétermination, mais elle va beaucoup trop loin. Et peut-être que tu vas en dire un petit mot là-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on apprend dans un... Ah oui, donc la famille dont je vous parlais tout à l'heure, une famille intellectuelle qui va très très bien, enfin, qui fonctionne bien dans la société, et la jeune qui s'inquiète de savoir si elle est vide ou dépressive m'explique qu'elle mange devant son ordinateur, et sa mère aussi, et son père aussi, donc ils ont chacun leur ordinateur, et ce sont des gens, des intellectuels, hein, et on se croise devant le frigo, en fait, on se marche sur le pied de la frigo. Et donc, c'est assez catastrophique. Et voilà, la table, c'est extrêmement important. On ne se sert pas ensemble. C'est comment soutenir un table, comment manger sainement, proprement aussi, parce que pour voir l'hôpital, c'est pas mal. Comment prendre la parole, comment vivre ensemble, etc. Voilà. Je vais passer tout ça parce que je voudrais bien vous parler plus de la clinique. Donc, les jeunes parlent d'un sentiment de solitude. Hein. On a dit tout à l'heure, les qui se sentent seuls, même dans l'école, ils expriment un manque de lien, ils ne trouvent pas leur place dans la famille. En fait, il n'y a plus de famille puisqu'il n'y a plus de lien. Et donc, évidemment, ils ne trouvent pas leur place puisqu'ils ne trouvent pas leur place dans un endroit qui n'existe plus. Et voilà, et l'absence d'attachement, de relation, se transforme en malaise, qui est d'abord indicible, et puis après ils cherchent des mots, hein, les jeunes. C'est pour ça que le mot dépression arrive, c'est pour ça qu'ils essaient d'alerter en faisant des passages à l'acte, en prenant des médicaments ou en disant qu'ils ont pris des médicaments, et tant mieux, hein, s'ils disent qu'on va parfait, on se présente le pas. Et voilà. Et puis alors après, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent une famille sur Internet, une famille qui leur dit que s'ils changent de genre, ils seront peut-être plus heureux, ils seront accueillis dans une communauté, etc. Et voilà. Et ou alors vous avez les incels, vous avez plein de surrésites et les autres. Je ne sais plus comment j'ai ça, ça m'échappe. Mais c'est bien décrit dans quel livre? Je ne sais plus de la fin. Je vous dirai, j'en ai des trucs. Voilà. Les conséquences de l'utilisation illimitée d'un téléphone portable. Je ne parle que d'un téléphone portable. Je ne parle même de plus. C'est petit ça. Ah oui, il y a 3 niveaux. Il y a la dégradation de la santé mentale et une déscolarisation qui est d'abord irrégulière. En fait, c'est à ça que je vais en venir. Il y a un développement chronologique. Vous avez d'abord une dégradation de la santé mentale, et puis vous avez la déscolarisation qui est d'abord irrégulière et puis complète, et puis vous avez une inversion du rythme circadien. Alors, à chaque étape, vous avez différents symptômes. Hein. Vous avez le mal-être indéfini, puis on en parle d'anxiété totale. Nous, les médecins, on est obligés de donner des diagnostics dans les hôpitaux, etc. Donc, parfois, ça n'a pas grand-chose à voir. Hein. Par exemple, une crise, on va parler des troubles de l'adaptation, etc. Mais donc, on parle d'anxiété sociale, de petits scolaires, d'intégration de la frustration, ça c'est pas des instruments normaux. Et puis, vous avez, alors, au moment de la déscolarisation régulière, la mère commence à s'inquiéter fort, et puis elle finit en burn-out. Et puis, au moment de la déscolarisation complète, elle aussi, mais elle arrête de travailler. Et puis il y a l'inversion du rythme circadien avec tous les symptômes qui vont avec. Et donc, c'est très simple. En consultation, je vois la première étape, dégradation de la santé mentale. À l'hôpital de jour, je vois la déscolarisation irrégulière et puis complète, souvent complète, souvent parfois irrégulière. Et puis, quand je fais des visites à domicile, je suis déjà au niveau de l'inversion du rythme circadien avec perte de poids, etc. Et donc, je suis désolée, c'est peut-être ce que je dis, mais il arrive. Après, si vous voulez qu'absolument, on va faire une petite chorégraphie. L'année passée, vous avez vu aussi que vous n'en oubliez pas. Alors, voilà, les risques, oui, j'ai pas de problème.
Donc, ces individus sont exposés à plusieurs risques, ils sont immatures, ils vont rester immatures, il y a des fenêtres pour grandir, il y a des fenêtres pour acquérir le langage, tout le monde sait que c'est plus facile d'apprendre une langue avant un certain âge, et des fenêtres pour apprendre à se socialiser, et si toutes ces fenêtres n'ont pas fait profiter le jeune des étapes par lesquelles ils doivent passer, il y a des manquements, il y a des effets sur la santé mentale, il y a des troubles mentaux qui peuvent être très graves, avec de la parano, donc des difficultés à s'intégrer pleinement dans la société, à travailler en équipe, à mettre des relations stables, intimes ou amicales. Voilà, le rôle parental est impossible, ils finissent tous en burn-out, et des problèmes pour obtenir et consommer en emploi stable, etc. Donc, quelques conseils. Il faut que les parents d'abord mettent des limites, s'autorisent à mettre des limites, s'autorisent à dire non, et pas juste à donner des conseils. Et il faut améliorer son hygiène de vie par lutter contre la sédentarité, le manque de sommeil. Il faut lire à la place de regarder son écran, il faut socialiser, etc. etc. Je voulais rajouter une chose, oui. Le manque de sommeil est évidemment extrêmement problématique. Et vous avez aussi une augmentation, et ça je l'ai mis, une augmentation du nombre de jeunes qui souffrent de tics. Vous avez les tics des jeunes adolescents, c'est des articles qui étaient sortis pendant le Covid dans ces sujets-là. Et en fait, on remarque que non seulement les personnes qui sont quand on est sur un écran, on ne cligne pas des yeux. Donc, vous savez ça, notamment, vous savez tous que la myopie a augmenté de manière absolument phénoménale. Il n'y en a pas un qui va le nier. Et aussi, il ne respire pas bien. S'il y avait un bon traitement d'éthique, c'est d'apprendre à respirer. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Et mal respirer rend anxieux, etc. etc., etc. Donc, il y a beaucoup plus d'effets sur le physique que ce qu'on s'imagine. Voilà, les références, c'est donc le livre dont je vous parlais, c'est Chaos Machine. Je pense que c'est celui qui parle des réseaux sociaux. Et alors, Chaos Machine, je pense que c'est celui aussi, mais ça, oui, c'est celui-là, qui parle aussi des lobbies, des millions. Voilà, je pense que vous avez des questions.